auditeurs, bonsoir, merci de nous rejoindre à cet instant précis pour ce nouveau numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les points qui ont essentiel de l'actualité cette semaine. Jovenel Moïse a lancé officiellement le 1er mai sa caravane du changement dans le département de l'Artibonite à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. Cette caravane est pour le chef de l'État un engagement en faveur du développement agricole en Haïti. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a dressé un tableau sombre de la situation de l'administration publique et des finances de l'État. Le chef du gouvernement explique que cette réalité résulte des mauvaises décisions de l'administration primaire. Jean-Charles. Et puis le Sénat a adopté mercredi dernier une résolution demandant à l'exécutif de décréter l'état d'urgence pour le Grand Sud, durement éprouvé par l'ouragan Mathieu et qui peine à se relever économiquement 6 mois après la catastrophe naturelle. Vers une augmentation des prix de l'essence à la pompe, le gouvernement en place étudie la possibilité. Des consultations seront entamées sous peu avec les acteurs concernés en vue de réduire les impacts de cette augmentation sur la population, annonce le ministre de l'Économie et des Finances. L'aéroport international Toussaint Louverture était mardi dernier sous les eaux, conséquence de quelques heures de pluie qui se sont abattues sur la capitale haïtienne. Célébration le 3 mai dernier de la journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème des esprits critiques. Pour des temps critiques, le président Jovenel Moïse en a profité pour installer un conseil national de coordination des médias d'État et de services publics au Palais national. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté cette semaine le projet de loi visant l'abrogation d'Obamacare lors d'un vote très serré. 217 voix contre 213. L'annonce des résultats a été saluée par une ovation républicaine. Voilà pour les titres. À tout de suite. Oui, me sentis la ville là. Oui, sous route, la Cugna. Oui, la privé quand même. Bon, pas con qu'il est, mais si c'est pour arriver, n'a privé. Le vrai 4G LTE est maintenant disponible seulement chez Natcom. Faites vous-même la différence? Venez tester le vrai 4G LTE propulsé par Natcom. Jusqu'à 10 fois plus rapide que le 3G de la compétition. Natcom 4G LTE. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE. Natcom, the future is now. Let's go! Bienvenue au développement de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Le président de la République, Jovenel Moïse, a lancé officiellement le 1er mai la caravane du changement à la Grange, 5e section communale de Bocozel, dans le département de l'Artibonite. Le chef de l'État promet de moderniser l'agriculture au cours de son quinquennat. Reportage d'Aline de Rival et Jasmin Denis. Dans une ambiance de folie, Jovenel Moïse a lancé la caravane du changement à Bocozel, localité de la Grange, commune de Saint-Marc. Un accueil spectaculaire. Mêlé d'émotions, la cérémonie officielle du lancement s'est déroulée en présence de représentants des 3 pouvoirs de l'État et de hauts dignitaires de l'administration publique. Le président de la République en a profité pour annoncer d'autres travaux d'infrastructure dans la perspective de changer l'image de la région. Avec mandat que nous avons, mandat que nous avons pour diriger le pays. Le plan de travail pour mettre l'agriculture sous rail tout le monde. Et moi, mener faire l'agriculture dans la 5e section communale Bocozel, dans le quartier La Grange, pour me dire le bois de tir, pour me dire communauté internationale là. Vivre en Haïti, c'est nous. Valer la Tibonite là, il a besoin de bon gens usine pour sécher à pour les diriger. Il a besoin de tracteurs pour préparer terre et pour récolter du riz. Nous travaillons pour l'État qui a encadré les paysans, pour l'État qui a encadré les entrepreneurs qui n'ont pas l'air déjà. Nos façons pour planter et récolter du riz dans la Tibonite par au Fado. La caravane
du changement est un élément clé de la stratégie de l'administration Moïse Lafontaine, favorisant ainsi la mise en œuvre d'actions pour moderniser l'agriculture en Haïti. Nous citons le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard. Ça a montré nous décider de lancer une gestion sérieuse dans ce secteur. Surtout après feuille de route ça, le gouvernement élaboré qui gagne un système là-dedans et près de 60 activités. Nous croyons que le lancement caravane ça, c'est déjà application d'un thème qui est bien important. C'est comment pour nous gérer l'eau, pour nous avoir plus de terre capable de poser, de façon pour l'agriculture capable de contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et pour le faire nous sortir de l'agriculture de subsistance pour nous jamais avoir une agriculture avec des produits d'exportation qui permettent de devises entrer dans le pays. D'autres innovations seront apportées dans d'autres secteurs, promet le président Jovenel Moïse. Et la formule est celle-ci, l'eau, la terre, le soleil, en bout de ligne les humains, pour parvenir au développement effectif d'Haïti. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a adressé jeudi dernier un tableau sombre de la situation économique du pays. Lors d'une conférence de presse à la primature, le chef du gouvernement a rappelé que l'ouragan Mathieu a mis à genoux un pays qui était déjà fragilisé. C'est dans ce contexte, a-t-il fait savoir que son gouvernement va s'évertuer pour tenter d'améliorer la situation économique du peuple haïtien. Jacques-Guy Lafontaine au micro de Jos Varin et Maxo Joseph. Gouvernement m'a dirigé joindre pays dans une situation sociale, économique et financière difficile en pile. Et c'est ça tout chiffre économique qui a montré. Une situation côté le paniqué autorité et acte national tant qu'international. 6 mois après cyclone Mathieu a fin dévasté toute zone sud, ni Grandance et nord-ouest, tout chiffre a montré que l'activité économique prend un pile coup. Région qui frappe représentait plus passé 19% production agricole pays. Ils ont perdu plus passé 36,5 milliards de gouttes, qui veut dire 7,5% production pays. Région Sayo besoin plus que 2,72 milliards de dollars américains pour y reprendre cap. L'agence a concerné secteur tant que agriculture, industrie, la pêche, tourisme, logement, éducation, santé publique, la culture, transport, communication, énergie, de l'eau potable, environnement et la trier. Journée aujourd'hui, la vie chère affecté pouvoir d'achat population. Pour mois de mars 2017 là, inflation monté 17 hauteur. Dans le moment président Jovenel rivé sous pouvoir, inflation est arrivé 14%. Nous entendez? Tandis que l'inflation ça a été seulement 6% en février 2015. Situation ça a frappé toute couche dans la société. Invité par la Commission Affaires sociales de la Chambre des députés mercredi dernier, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, a dressé une triste réalité de son ministère. Le titulaire du MAST a fait état, entre autres, de 5000 contractuels fictifs au sein de son ministère, 400 augmentations salariales de 2017 à 2017. Roosevelt Bellevue en a profité pour annoncer des réformes en profondeur en vue de mieux accompagner la population. Écoutons le ministre Bellevue au micro de José Lexidor et Yvan Seïd. On a une longue pléthorique de contractuels qui s'élève à entre 4 et 5 000. Mais je qualifie comme des contractuels fictifs parce qu'ils ont eu des contrats à la dernière minute. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas le ministère.
Donc ceci explique les différentes manifestations que j'ai déjà enregistrées auprès du ministère. Le gouvernement n'a pas de mauvaise foi, ni les différents responsables. Nous avons hérité une situation vraiment épouvantable. Malgré notre bonne volonté, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas encore apporter les solutions pour ces pauvres gens, peut-être qui ont été manipulés, instrumentés à des fins de cette politique ou politicienne. Donc actuellement, il y a 1300 employés budgétisés. Donc je fais la dissociation entre les contractuels, je dirais réels, effectifs. Réels, ils sont au nombre de 770. Alors il y a beaucoup de promotions qui ont été données, que je suis obligé d'annuler, à peu près 400 promotions, donc 2016-2017, tout le monde est presque en promotion. Donc on est en train d'analyser les solutions apportées par rapport à ce nombre pléthorique, pour lequel le ministère n'a pas vraiment assez de ressources pour les rémunérer. Alors au niveau des voitures, donc c'est un vrai bazar. On a près de 54 véhicules qui sont en fonction, mais qui sont encore disséminés. Donc on n'arrive pas encore à identifier vraiment. Il y a d'autres qui sont en situation, on a déjà fait sortir une note. Le Grand Argentier de la République informe que le gouvernement étudie la possibilité d'augmenter le prix du carburant sur le marché local. En effet, des discussions vont être entamées avec les différents acteurs afin de diminuer les impacts que peut engendrer cette augmentation sur la population, poursuit le titulaire du ministère de l'Économie, Jude Alix, Patrick Salomon, au micro de Josué Lexidor et Yvan Seïd. Dans le prix gaz agent lié là, il crée une inefficacité. Et je vais expliquer, honorable député, que nous avons un différentiel qui est très important par rapport à voisins dominicains. Nous-mêmes, l'État haïtien, nous venons subventionner dans 30% de consommation, nous subventionné consommateurs de l'autre côté de la frontière. Pour quelle raison? Parce que le prix gaz a plus bon marché là, nous avons pas de gaz que nous avons acheté qui a consommé l'autre bois. Donc c'est comme si nous-mêmes, l'État n'a pas gagné l'argent. Nous-mêmes, c'est de mettre gaz le plus proche possible pour mouvement ça n'est pas fait. Et deuxièmement, son manque à gagner lié tout pour le trésor public, parce que le trésor public gagne en pile difficulté, et je t'ai expliqué honorable là, que nous accumulons autour de 7 milliards de goûts de déficit budgétaire là qu'on est. Bon, d'accord. Et si nous regardons les montants, ça, licence est équivalent à montant manque à gagner par rapport à produits pétroliers. Bon, je ne sais pas si qui décision qu'a faite, mais il faut que nous toujours connaissions que si décision t'a pris pour augmenter, il y aura toujours des mesures compensatoires pour aider les gens qui sont plus vulnérables. Moyen pour nous assurer que ça qu'a payé à payer, pendant que ça qui a plus de difficultés à qui est plus vulnérable, là, nous mettons en place des mesures d'accompagnement qui pour aider capable d'akadou vivre ajustement de prix. Bon consensus au-delà de tout clivage politique que prix gaz s'il reste comme ça, n'a pas aller vers une catastrophe. Présentation mercredi dernier par le ministère de la Planification de concert avec le Copenhague Consensus Center du document baptisé Outils, coûts, avantages pour l'évaluation des plans d'investissement. Le document qui rentre dans le cadre du projet Haïti priorise a bénéficié de l'expertise de plusieurs économistes haïtiens et étrangers. Le titulaire du MPCE, Aviol Florent, souligne que seuls les projets ayant passé l'étape des analyses comparatives à l'examen et coûts-avantages sont capables de contribuer réellement au développement économique du pays. Ces précisions au micro de Pierre Lunique Revange et Max Joseph. Le président de la République et le Premier ministre entendent réorienter les ressources publiques dans le sens de l'accroissement de l'activité économique et de la réduction de la pauvreté. Ce projet de recherche que Haïti priorise nous est d'une importance capitale dans le cadre de l'évaluation des projets d'investissement public et de leur choix sur la base de critères de rentabilité économique ou sociale. C'est l'importance de cet outil pour le ministère
qui a été à la base de ma décision d'associer dès le début les cadres du ministère aux premières initiatives lancées par Nancy et Gaël. Hier, dans cette même salle, j'ai présidé une rencontre avec tous mes directeurs techniques sous le médium du directeur général autour de, premièrement, la contribution d'une banque nationale de projets, la nécessité d'un appel à projets bancables pour le développement du pays. Cet appel sera ouvert au secteur privé dans le cadre de partenariats réalistes. L'inventaire des projets bancables existants dans les portefeuilles de tous les ministères et institutions publiques. Tenez-vous bien, l'utilisation du critère coût-bénéfice des projets inventoriés et pour lesquels existent des documents de support. Enfin, l'établissement de notes de priorité en ce qui concerne leur exécution suivant la vision gouvernementale. Sur un total de 700 projets soumis à l'appréciation du panel d'experts, seulement 85 ont été sélectionnés, a informé le directeur du Copenhague Consensus Center, Bjorn Lomborg, ajoutant que les experts en ont profité pour faire des recommandations au MPCE en vue de l'aider à créer plus d'opportunités d'investissement dans le pays, dans plusieurs domaines. On l'écoute au micro de Pierre Lenique Revange et Max Joseph. Nous avons obtenu plus de 700 recommandations de projets et avec l'aide des économistes, on a pu réduire cette proposition à peu près 80 et quelques propositions. Nous avons ensuite fait l'analyse du coût-bénéfice de ces 85 propositions pour réduire. Comme vous voyez ici, c'est une espèce de liste d'achat, on pourrait dire. C'est là où le gouvernement peut agir le plus efficacement et de moins efficacement. Plus longue est la barre rouge, meilleur est l'investissement. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas d'investissement personnel. Personne ne va s'enrichir individuellement en faisant de pareils investissements. Mais il s'agit d'améliorer la situation d'Haïti et vous pouvez sensiblement améliorer la situation dans ce pays. Quand on regarde ce tableau, ce sont les lignes les plus longues qui nous donnent le moyen d'entamer la plus facile conversation. Le président a été très content de cette approche parce que nous savons qu'aucun pays n'a toutes les ressources suffisantes pour tout gérer, tout résoudre en même temps. Donc regardons ensemble où nous pouvons investir les groupes haïtiennes pour tenir un retour sur investissement le maximum. Nous avons récolté tous les documents à l'appui de ces projets. Nous avons tous occupés, la plupart des cadres sont occupés. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité jeudi dernier le projet d'extension de l'hôtel El Rancho à Pétionville. Ce projet d'attraction touristique qui portera le nom de Village El Rancho prévoit la construction d'un centre de convention moderne, d'une route et de 128 appartements luxueux. Le chef de l'État, qui a félicité les investisseurs pour cette initiative, a promis à ces derniers tout son soutien dans l'intérêt de la relance économique en Haïti. Suivez. Car voisin, vous connaissez une série de buildings, là on regarde dans la télévision qui a 10, 12, 15, 20 étages. C'est ça en tout. Ça veut dire, dans le projet, ça a deux tours. Deux tours, ça y a égal à 128 appartements que la loi sur copropriété qui votée en 2012 permet aux gens d'acheter un appartement en dedans. Tout ça. Ça, c'est pour construction. Quatrième secteur que je fais campagne avec lui, c'est service. Nous voyons combien de monde qui parle de travail, combien d'entreprises qui parlent de service dans le projet. Par exemple, entreprise qui est en communication. Et si le projet a été fait, il faut un film en communication qui fait communication publique. Entreprise qui est en logistique. Il faut que les gens qui ont un film qui fait logistique pour venir pour le travail avec ces entreprises. Ça veut dire, mais en vision. En vision, ce n'est pas pendant ma fait campagne là que monsieur a commencé. Monsieur a commencé le projet en 2009.
ils ont acheté l'ancien El Rancho. Le tremblement de terre a écrasé. On dit le tremblement de terre a écrasé tout investissement que monsieur a fait en 2009. Monsieur n'a pas découragé, monsieur Damé. Il prend courage à deux mains, il met femme et garçon sur eux, il reconstruit El Rancho. Mais seul petit bagage, je ne suis pas d'accord avec le PDG qui dit que 5 à 6 ans, moi-même, nous en mai 2017, avant 7 février 2022, fort, le projet ça a fini. C'est ça qui fait la matin, moi je viens dire entrepreneur, tout problème, il n'y a rien que l'État. C'est l'État qui a résolu le problème au plus haut niveau de l'État. Nous là, ministre tourisme là, pour nous venir dire, nous ne faisons pas partie du problème, nous faisons partie de solution. L'un des responsables du projet Village El Rancho, le docteur Réginald Boulos, salue cette initiative du président Jovenel Moïse de visiter certaines entreprises privées de la place. Ce geste de l'avis de l'entrepreneur traduit la volonté du chef de l'État d'encourager plus d'investissements privés dans le pays. Réginald Boulos, au micro de Pierre-Lenique Revange et Jasmin Denis. Effort que nous-mêmes avons fait dans le groupe ça pour nous construire un centre touristique de haut niveau, Cap Gen là-dedans, un centre de convention, hôtel El Rancho, village El Rancho et des tours d'appartements ainsi que des maisons, des townhouses. Son projet à long terme. Nous fixons 5-6 ans pour nous faire toute bagaille, mais nous commençons la construction, nouvelle route qui pour mener pour dans le centre de convention. Nous commençons la construction du centre de convention en lui-même et délai nous pour nous ouvrir, c'est 18 à 24 mois. Nous espérons 18, mais on connaît avec film construction. Par exemple, film qu'on est net, donc nous disons 24 mois. Donc, nous baillons tête nous 24 mois et nous remercions le président de ce que le vin avec 2 yeux, travail qu'a fait ici. Président, bienvenue. L'aéroport Toussaint Louverture a été sous les eaux suite aux pluies qui se sont abattues sur Port-au-Prince mardi dernier. Le rez-de-chaussée du bâtiment et le tarmac étaient complètement impraticables. Un avion a connu de grandes difficultés dans l'après-midi lors de l'atterrissage à cause de cette inondation. Les pluies ont également provoqué des coulées de boue et des tas d'immondices dans plusieurs zones de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, rendant ainsi la circulation automobile particulièrement difficile. Autre information à ce 56 minutes synthèse, les sénateurs ont voté mercredi dernier une résolution demandant à l'exécutif de décréter l'état d'urgence pour le Grand Sud. Durement éprouvé par l'ouragan Mathieu, la résolution exige que l'exécutif soumette un plan opérationnel et un budget au Parlement. Elle oblige également l'exécutif d'exercer rapidement un contrôle rigoureux sur les commissions chargées des dépenses liées à l'état d'urgence. Écoutons à ce sujet le sénateur Pierre-François Sildor au micro de Josué Lexidor et Yvan Saïd. Démarche à venir en raison des dommages et des pertes que le département sud a souffert après cyclone, après passage au ouragan Mathieu. Décision pour prendre déjà à partir du rapport de PDNA. Le rapport PDNA, c'est un rapport d'évaluation des besoins après le passage du cyclone Mathieu. Et comme ça, ils ont fait, ils reprennent la déclaration politique générale du Premier ministre, Dr Lafontaine. Ça veut dire qu'il y a une urgence en département. Donc, nous demandons au président pour lui déclarer l'état d'urgence pour Sud-Dakar. C'est une proposition. Alors, ça là-dedans, ce n'est pas l'argent qui a désaffecté dans le rubrique budgétaire pour envoyer l'autre pour faire des actions d'urgence pour le département. Ce n'est pas l'argent que le gouvernement fait ça, il faut le faire enrichir. Ce n'est pas un contrat, chaque texte vient avec contrat parle, vient enrichir, chaque texte vient avec contrat parle, le gouvernement dépense ça. Non, nous disons prioritairement, il faut que maintenant c'est l'État qui commence le travail pour le faire ça la fête. Dans l'état d'urgence, chaque 3 mois, le gouvernement a pour obligation pour lever le rapport là et rien pour empêcher les parlementaires d'enquêter sur les mêmes. Ça ne veut pas dire maintenant ou est-ce que maintenant pour supérieur des comptes et du contentieux administratif dans toute question. Le gouvernement a une façon pour le faire. Et s'il n'a pas fait de façon ça, c'est sûr que maintenant le Parlement a réagi là-dedans. Parce que son pays n'a pas l'argent. Son pays a pile de difficultés. Il n'y a pas de l'argent maintenant pour venir à monde qui n'a pas de caille pour arrêter, que caille crasé, caille découvert depuis 3 octobre, la pluie a tombé pendant 8 jours, il n'y a pas de côté pour préparer. Les gens qui ont commencé à planter poids
pendant le mois de mars-avril, tout en bas de l'eau, toute ravine débordée, toute route crasée, toute pompe. Le député de la circonscription d'Aquin a rappelé que la dégradation de l'environnement en Haïti est due, entre autres, au déboisement, à la construction anarchique. Le parlementaire a exhorté les autorités gouvernementales à assumer leurs responsabilités afin de remédier à cette situation. Jean-Robert Bossé au micro de Josué Lexidor et Yvan Seïd. Suite à l'inondation à Puissa qui a déversé sous le pays. Aquin, c'est pareil, centre-ville Aquin inondé, parce que la mer a presque la même hauteur avec ville là. Vieux bout d'Aquin totalement inondé par rapport à une ravine, une rivière qui traversait centre-ville, en fait, qui traversait Vieux bout, qui n'a jamais curé depuis des années. Donc, mais sur le plan macro, qui ça pour faire, parce que justement, nous ne pouvons pas passer toute vie, nous avons curé, nous avons ramassé des bouts, des tonnes de boue. Nous avons ramassé alluvion, il faut qu'il y ait un traitement qui est fait en amont pour empêcher que constamment nous ne gagnions un fardeau que nous avons géré. Donc il faut qu'il y ait un traitement bassin versant, il faut que le reboisement fait en amont par rapport à bassin versant pour capable faire rétention d'eau, pour ne pas plonger les centres sous capitale. Et il faut que bidonville qui fait en hauteur, il faut que le gouvernement prenne responsabilité pour que yo stopper la construction anarchique qu'a fait en amont par rapport à bassin versant. Donc c'est tout ces situations que nous vivons qui amenent nous à gagner des tonnes de boue sous pays, sous capitale là, presque à chaque pluie qui arrivait. Donc nous gagnons des tonnes de boue que nous avons ramassées. Donc l'autre jour, Jean Dabzili me fait 4 heures de temps lundi soir pour me traverser Matissan pour me rentrer dans la capitale là. Donc moi-même moi pensais faut le gouvernement a adressé question ça, mais c'est bien malheureusement que le ministre n'a pas répondu. Aujourd'hui, il préférait probablement, peut-être qu'il y a une urgence pour aller dans l'aéroport, mais nous souhaitons qu'il réponde à l'invitation jeudi prochain pour être capable d'adresser un certain nombre de problèmes avec lui qui sont liés à la question de l'inondation. Le ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges a lancé vendredi les travaux de curage et de drainage au niveau de la ravine Loéo-Minard à Juvena, commune de Pétionville. Ces travaux qui dureront plus ou moins se réalisent dans l'objectif de limiter les dégâts en cas d'éventuelles averses, a indiqué le titulaire du MDE, qui en a profité pour solliciter le support des riverains pour le bon déroulement de ces travaux. Pierre Simon Georges, au micro de Pierre Lenique Revanche et Samus David François. Il y a une étude qui est faite depuis 2012 qui montre qu'il y a un pile caille qui est fait pour démolir et puis relocaliser les gens. Mais malheureusement, comme on dit, ça c'est une décision de l'État à grande échelle. Ce n'est pas une décision que uniquement le ministère de l'Environnement est capable ni prendre ni annoncer. Donc c'est une décision de l'État. Ça doit rentrer dans le budget, dans la coopération externe, tout ça. Donc en attendant, nous avons fait nous-mêmes ça qui dans la possibilité, nous ça que budget nous capable de faire pour nous éviter que nous pleurions plus perte en vie humaine. C'est là dans tout secteur, mais particulièrement dans le secteur environnemental, là, demander effectivement état d'urgence. C'est comme on dit dans notre de presse que je suppose que nous toutes dans la presse nous gagnons. C'est pendant 10 prochaines années, le pays a dû faire le sacrifice pour mettre 7,5% dans le budget national là, pour nous capables plus ou moins qui côté nous est dans le relèvement gros défi ça qui devant nous, qui c'est défi environnemental. On estime que c'est urgent et même extrêmement urgent pour l'État venir là et faire travail curage, faire monter mur pour protéger Kaimounio qui a n'importe quel moment capable de bouler. Donc en fait, comme on dit, l'État prend responsabilité. Le Premier ministre Jacques Guy-Lafontan a procédé vendredi à l'installation du comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Ce comité de 5 membres, présidé par l'ingénieur géologue Claude Prepty, a pour mission de produire des réflexions relatives aux risques sismiques qui planent sur le Nord, à faire des recommandations à l'État haïtien en vue de limiter les pertes en vie humaine et les dégâts matériels en cas d'éventuelles secousses telluriques au Cap haïtien. Comme ce fut le cas en mai 1842, le Premier ministre Jacques Guy-Lafontan au micro de Pierre Lenique Revanche et Max Joseph. Ce comité
présidé par l'ingénieur Claude Prepti, est composé de représentants des institutions suivantes: travaux publics, transport et communication, intérieur et collectivités territoriales, défense nationale et primature. Proverbe l'a dit, attention, pas qu'à point. Ingénieur Prepti a dit, c'est pas une fatalité, c'est pareil pour nous pareil. Bien imbu du rôle que doivent jouer les pouvoirs publics en matière de prévision, j'éprouve une satisfaction civique et patriotique profonde en investissant officiellement les 5 membres choisis pour former le comité de prépositionnement pour la gestion d'éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord. Messieurs et dames, les membres du comité, j'ai le privilège de vous en féliciter au nom de tout le gouvernement Moïse Lafontaine. Haïti se souviendra de vous et de votre rôle prestigieux de porte-drapeau de la conscience nationale et du savoir-faire national. Au comité de prépositionnement, nous allons porter des réflexions que nous allons prendre et tirer des leçons du passé. Et puis, nous allons faire des recommandations. Les recommandations, ça y est, bien sûr, des recommandations qui étaient faites déjà après le passage séisme janvier 2010. On nous allons ajouter, n'est-ce pas vrai, d'autres recommandations spécifiques en ce qui concerne le Grand Nord. Et puis, pour nous, qui gens que nous sommes capables de sauver des vies d'Haïtiens. Autre dossier à ce 56 minutes synthèse tenu mardi dernier à Pétionville d'un forum international sur la présentation d'un avant-projet de loi sur la détention à l'initiative de l'Office de protection du citoyen. Le document sera soumis sous peu au Parlement haïtien dans la perspective de moderniser la direction de l'administration pénitentiaire. La protectrice des citoyens Florence Elie dit user de ses prérogatives constitutionnelles pour faire des propositions visant la modification des textes de loi et aux règlements relatifs aux droits humains. On l'écoute au micro de Dieudonné Saint-Cyr et Fézé Mathieu. Moun qui dans prison yo trop, prison yo trop petit, manger pas suffit, yo dans une situation déplorable. Faut moderniser le système pénitentiaire là. Première partie modernisation, il réside dans l'autonomie institution yo relé DAPA. Donc nous voulons faire une loi côté que l'administration pénitentiaire pral devenu une direction centrale. Nous voyons chercher 3 experts étrangers pour que ni sur la forme ni sur le fond, yo penché yo et que yo baille des recommandations, des suggestions. Travail ça, le retourner joindre DAP avec OPC, nous pral regarder de plus près et comme OPC a un pouvoir de proposition de réforme et proposition de réforme législative au Parlement, c'est ça que je fait pour la loi au PCA, je ne pas passer par l'exécutif. Moi, je suis allé directement vers la commission qui occupe les questions de justice, et moi, je présenté la loi, je suis approprié la loi, et puis je mis au menu du Parlement. La Chambre des députés a voté jeudi dernier le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'UCREF. Un vote dénoncé par le député de Cabaret. Selon Joseph Manès-Lui, la façon dont ce projet de loi est voté rend l'UCREF dépendant de l'exécutif, alors que tous les pays du GAFIC dans la région luttent pour l'indépendance des institutions financières, a-t-il dit. Le député Joseph Manès-Lui au micro de Josué Lexidor. Hier soir, c'est vraiment une séance de la honte, parce que nous avons voté la loi sur blanchiment et loi qui a pas doté ICREF maintenant de une loi organique et malheureusement nous même dans la minorité la majorité nous avons un document tout préparé et nous venons avec qui a circulé dans salle là et vraiment et nous pas senti nous très très confortable parce que nous capable dans majorité et c'est pas tout le temps majorité a raison et n'a tout pays a dans loi et la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc nous ne faisons pas une loi pour le satisfaire, pour nous faire plaisir avec le président Jovenel Moïse, nous faisons une loi pour le pays d'Haïti parce que dans tout le Caraïbe là, et
et UCREF par exemple, entité qui n'a renseignement financier, et bien yo tient à ce que entité ça yo même yo soustrait de emprise pouvoir exécutif là. Alors que nous contrairement avec ça ne cap penser, monsieur qui dans bloc majoritaire yo même yo voulait mettre UCREF maintenant sous tutelle maintenant pas même dit ministre de la Justice sous tutelle maintenant la présidence. Donc c'était malheureux. Et nous vraiment désolés de séance qui a été faite hier là. Côté monsieur, un document, texte là, tout préparé. Et suivant la façon de gagner, il y a une réunion qui est faite dans le Palais national pour monsieur être capable de venir voter hier et loi sous et qui parle régime maintenant de dit fonctionnement organisation UCREF. Yo modifié li bon vous connaissez bon ça c'est la loi de majorité monsieur APH majoritaire donc nous sommes en train de subir maintenant le poids de la majorité et l'avenir dira le reste par rapport avec application loi ça nous-mêmes nous attendons à ce que on loi qui va doter UCREF et nous on loi qui dote UCREF comme étant organisme autonome. Nous sommes sortis carrément parce que nous ne sommes pas capables d'assister à une séance de la honte comme ça. Les 3 fédérations d'élus locaux, FENAM, FENACA et FENASEC, ont organisé vendredi à Port-au-Prince la 10e édition de leur programme baptisé Journée des collectivités territoriales. Le thème retenu pour ce 5 mai, l'intégration des ASEC et des CASEC dans le débat budgétaire municipal et national. Le président de la FENACA, Paul André, a expliqué que le bien fondé de cette activité vise notamment à sensibiliser les agents municipaux sur des thématiques liées à la gouvernance et au développement local. Les explications de Paul André au micro de Jos Varin et Maxo Joseph. Objectif activité ça, c'est une activité qui l'a depuis environ 2 ans. Côté activité ça baptisé et journée des collectivités territoriales. Côté nous qu'à comprendre côté nous est là, nous avons l'espace qui logeait 3 fédérations collectivités territoriales, à savoir FENASEC, FENAM et FENACA. Nous société en général pas connaît sa collectivité territoriale là représentée et qui s'allie et nous-mêmes nous l'ouvrir espace ça nous faire journée ça qui permettent que tout le monde dans la collectivité, à pays en général, débat vient fait. Surtout pour nouveaux élus. Et ASEC, CASEC, délégués des villes, magistrats. Journée aujourd'hui, tant qu'on gagne débat ça, et c'est groupe croissance qui invité, qui c'est des mondes. Groupe croissance, c'est eux-mêmes, aujourd'hui, qui font travail sur question budget. Qui responsabilité collectivité locale et comment yo ka rentrer question et économie en dans section comment yo ka multiplier et comment yo capable tout travail sur économie pour capable à faire gestion et comme administrateur. C'est ça je dis qu'a fait ce travail ça nous gain débat qu'a fait et qu'il a présenté contexte ça il a présenté sujet moi-même pour moi son bon bagaille et son bon bagaille pour pays parce que un ensemble de jeunes qui arrivent et là yo pour qu'on travail yo bien apprécié ça et pays en tout pour bénéficier de lui. Dans un rapport présenté à la presse jeudi dernier, la mission d'observation de l'Union européenne a fait plusieurs recommandations à l'État haïtien en vue de faire du processus électoral en Haïti une normalité, instaurer un conseil électoral permanent, réformer le processus de délibération de décharge aux anciens comptables de données publiques, sont entre autres recommandations faites par la MOE, Union européenne Haïti, Elena Valenciano. Et la chef de cette mission d'observation, elle était au micro de Pierre-Lunique Revanche et Jasmin Denis. Alors nous avons très tôt compris que ce pays avait besoin d'un système institutionnel, électoral solide et permanent. C'est pour cela qu'on parle d'une institutionnalisation permanente du Conseil électoral provisoire pour l'instant. Car il nous semble indispensable d'avoir un conseil qui travaille à long terme, qui puisse faire les changements qui sont nécessaires pour améliorer le système électoral. On a aussi noté que dès le début aussi, car les problèmes commençons par là,
les modalités de délivrance des charges pour gestion des deniers publics font très souvent, ou peuvent faire en tout cas un levier politique aux mains du Parlement assez difficile à gérer. Et nous pensons donc qu'il faudrait étudier une réforme de cette condition d'éligibilité en renforçant le contrôle financier de la gestion des comptables et ordonnateurs des fonds publics, bien sûr. Mais il faut probablement réfléchir à cette grande capacité qui est donnée à un moment donné au Parlement pour déterminer un droit qui est fondamental pour tout le monde, pour tous les citoyens, c'est le droit d'être éligible. Aussi, dès le début, dès nos premiers rapports, nous avons manifesté une préoccupation majeure pour le taux de participation. Il nous semble absolument indispensable de prendre des mesures, d'étudier des plans pour faire en sorte que ce taux de participation augmente. De cette participation politique qui doit augmenter, je souligne surtout la nécessité d'augmenter la participation des femmes. Juste le temps d'observer une pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Ne quittez pas, on vous retrouve dans quelques instants. À l'initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le Discovery International, un atelier de travail sur le futur de l'éducation et du numérique a été organisé mardi dernier à Port-au-Prince. L'occasion pour les initiateurs de réfléchir sur la possibilité d'établir un partenariat entre les deux entités. Question de mettre les technologies de l'information au service de l'éducation nationale, a expliqué le titulaire du ministère, Pierre-Josué Agénan-Cadet. On l'écoute au micro de Pierre-Lenique Revanche et Max Joseph. L'atelier de ce matin se situe dans le cadre de cette visite de prospection en Haïti de Discovery Éducation International, qui se propose d'offrir des pistes alternatives pour la résolution d'un ensemble de problèmes qui affectent le secteur de l'éducation. Avec son expertise et son savoir-faire, Discovery Éducation International, qui intervient déjà dans plus de 50 pays à travers le monde et touche plus de 50 millions d'étudiants et près de 85 millions d'enseignants, représente sans doute une institution de référence afin d'engager un nouveau partenariat porteur pour le secteur de l'éducation, dans la dynamique de refondation de l'école haïtienne. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a voulu saisir cette opportunité et ouvrir ce dialogue avec Discovery International Education, tout en permettant à d'autres acteurs de se joindre à nous afin d'évaluer ensemble les perspectives de collaboration pour la mise en place d'outils interactifs multimédia au service de la pédagogie. L'objectif à terme est de formaliser un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et Discovery Éducation pour le renforcement et la modernisation du système éducatif haïtien dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies pour l'utilisation des pédagogies interactives multimédia. Installation mardi dernier d'un nouveau directeur à la tête du Conseil national de télécommunications Conatel, Jean-David Rodney, qui remplace à ce poste Jean-Marie Altema. C'est le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Fritz Caillot, qui a procédé à son installation. Le nouveau DG, qui est un habitué de la boîte, a déclaré dans son discours de circonstance que le Conatel doit laisser la place à une autorité de régulation en bonne et due forme.
Célébration le 3 mai 2017 de la Journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème des esprits critiques. Par des thèmes critiques, pour marquer cette journée, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Haïti a tenu une journée de réflexion à Port-au-Prince sur le rôle des médias dans la promotion de l'état de droit dans le pays. L'occasion pour le représentant de l'UNESCO en Haïti, Paul Gomis, de dresser un bilan de la presse haïtienne au cours de cette année. Suivez. La Journée mondiale de la liberté de la presse représente un moment pendant lequel on s'assied pour faire le bilan de l'évolution de la profession durant les 12 derniers mois. Faire une analyse critique, voir ce qui a été, essayer de voir comment on peut continuer à protéger ce bien particulièrement précieux qui est la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'expression. Le bilan, comme sur les nouveaux projets de loi, rappelons-nous, mettons les choses un peu en perspective. Si j'ai bien compris, pendant un certain temps, le Parlement n'ayant pas fonctionné, des textes de loi n'ont pas été promulgués. Et donc, les institutions réhabilitées dans leurs fonctions essaient de faire leur travail au mieux. Et donc, parfois, ça peut aller trop vite ou trop lentement. Et l'idée, ce serait vraiment que tous ensemble, on puisse non pas se désolidariser, mais continuer le dialogue pour qu'on puisse avancer vers des textes qui régiront une société équitable, pluraliste et durable. Vous avez couvert les élections présidentielles, législatives, municipales avec beaucoup plus de professionnalisme, de mon humble point de vue, que par le passé. Donc, de mon point de vue, vraiment, il y a eu des progrès dans ce sens-là. Mais il nous faut continuer à avancer dans le sens de la profession. Le journaliste n'est libre que quand il a les moyens de vivre son travail. Participant à cette journée de réflexion sur le rôle des médias dans la promotion de l'état de droit en Haïti, le sénateur Patrice Dumont a souligné l'importance des médias et la nécessité de respecter le travail de la presse. Il a exhorté les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans le traitement des informations. Le sénateur Patrice Dumont, au micro de Dieudonné Saint-Cyr et Fézé Mathieu. La vigilance de tous, professionnels de l'écriture, des images, de la parole, doit toujours de bien faire la distinction entre l'injure, la calomnie, l'outrage, la diffamation et l'information proprement dite. Le guide suprême de cette vigilance est bien sûr la vérité. Le métier de journaliste est aujourd'hui professé par des non-professionnels. Les porteurs de téléphones intelligents dans tous les pays du monde sont devenus des informateurs. Et là, le travail de la presse sera toujours mesuré à l'aune du traitement. Voici le mot, le traitement. Pour que des deux visions du monde, le pessimisme aristocratique dictatorial et l'optimisme démocratique humaniste, cette dernière soit celle privilégiée par la nation haïtienne, c'est-à-dire par nous tous. Le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé mercredi dernier à l'installation du Conseil national de coordination des médias d'État et de services publics au Palais national, composé de 3 membres. Ce conseil, ordonné par le citoyen Jean Ruelem Romélus, a pour mission de soutenir les politiques publiques et civiques, culturelles et sociales dans une perspective de construire une opinion publique éclairée dans l'intérêt de la démocratie, selon Jovenel Moïse. On l'écoute au micro de Pierre-Lenique Revange et Jasmin Denis. Avec la cérémonie de ce matin, l'État veut permettre au pays de se doter des outils de communication solides afin de promouvoir la démocratie et soutenir la formation de la population dans les domaines politiques, civique, environnemental, culturel et social. Dans ce cadre, le service public de l'audiovisuel aura un rôle important à jouer. Oui, les médias d'État et de service public doivent concourir à la formation d'une opinion publique éclairée pour soutenir la démocratie et accompagner les efforts de développement économique et social du pays.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour la majorité de la population mondiale, particulièrement pour ceux qui appartiennent au groupe défavorisé, la radio et la télévision restent les moyens d'information et de communication les plus accessibles et les plus répandus. C'est pourquoi je veux que la radio et la télévision de service public donnent aux citoyens le pouvoir de participer activement au processus décisionnel en exprimant les besoins, les préoccupations et les attentes des différents auditoires et couches sociales, quel que soit leur lieu de résidence. Dire non à la médiocrité qui s'accentue dans le pays en général et dans les administrations publiques en particulier, c'est ce qui a motivé de jeunes professionnels et étudiants regroupés au sein du mouvement baptisé Haïti Urgence à manifester le 1er mai à Port-au-Prince. Haïti Urgence prône la valorisation de compétences dans les institutions haïtiennes. Il exige qu'on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce sujet, écoutons les explications de Pierre Lunique Revange et Wilgens Pierre, deux des chefs de file de ce mouvement. Institutionnalisation, incompétence là, canonisation, incompétence là, jeunesse la vient dire le bouquet ensemble avec elle. Parce que nous, c'est qui base l'État à recruter les gens. C'est sous base signature, c'est sous base belle femme, bel garçon, c'est sous base acquaintance, c'est sous base militance, c'est sous base référence en gros chef dans l'État. Donc, nous disons situation ça a révolté nous. Nous-mêmes, étant que jeunes, nous sentons avenir en danger parce que nous sommes à l'école. Nous faisons sacrifice, nous étudions avant, nous vides. Nous avons dormi, nous avons fait des nuits blanches pour nous capables d'étudier. En plus, nous avons un diplôme. Nous disons non nous-mêmes, nous ne pas faire choix Chili. Nous ne pas faire choix Chili, bien entendu. Nous ne pas faire choix Brésil. C'est dans le pays une bonne réalité. Nous avons besoin de bon l'État qui est responsable. Nous avons besoin de bons gens à l'école. Pour l'école, nous avons aujourd'hui là, suspendre former des leaders médiocres. Il y a un nombre qui est indigné personnellement, c'est la répartition totalement irrationnelle qui fait de maigres ressources que la République a disposé de. Comment imaginer que Jean Revanche dit là, l'université n'est pas capable de fonctionner, elle n'a pas de budget, et puis $40 000 américains pour acheter machine privée pour chaque parlementaire en dehors de machine l'État. Par contre, l'hôpital là, sous tombé là, vous comprenez ce qui passe? Il y a des gens qui pensent que sont dans une situation confortable, que ont un bon job, ont un bon salaire, ils peuvent voyager, ont une machine. Ou est-ce qu'ils font un accident dans la rue, ils ont balle, même si c'est petite X ou petite Intel, ou contre premier côté pour avoir l'hôpital général, la paix. Vous comprenez ce qui passe? Ou à mourir pour un sérum. La preuve, nous-mêmes en tant que journalistes, nous avons des confrères dans le TNH qui mourent pour un sérum. Parce que l'arrivée à l'hôpital là, on fait 2 à 3 heures avant que ils aussi balancé. Mais ils mourent. Pas qu'un pays au monde pour vivre monde pas d'importance comme ça pour la société à pas révolter pour pas lever camper. Donc tout le monde qui croit que nous confortable parce que nous avons un bon job, nous avons un bon salaire. Grand paquet de nous là qui prend l'initiative de faire mouvement. Notre travail. Chômage déguisé. Ouais, oui, effectivement c'est chômage déguisé lié. Avant pour venir prendre hélicoptère avion pour aller aux États-Unis, Cuba et là et l'hôpital général là on va mourir. Déjà, yo pas payer médecin yo qui perd du temps yo qu'à l'école et puis pas gagner structure. Bon, imaginez 2 carnavals par année, pas de l'hôpital. 2 carnavals par année, l'école pas qu'à fonctionner, professeur pas qu'à toucher. Gon paquet incompétent qui effectivement qui vient tout en honte pour société. C'est eux même qui a piaffé à Coptax. Pam, Coptax pas tout le monde qui là. Non. Culture, le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère des Affaires sociales a organisé sa traditionnelle foire agro-industrielle au Champ de Mars du 29 avril au 1er mai autour du thème Ankori Travail Agriculture pour changer Haïti. Pour plusieurs participants, cette activité n'a pas été une réussite vu la situation économique particulièrement difficile dans le pays ces derniers temps, ont-ils déploré. Reportage Gardy Barthelmy et Samus David François. Des exposants sont venus de partout pour exposer leurs produits à l'occasion de l'organisation de la foire agro-artisanale au Champ de Mars. Valises, vêtements brodés, des produits alimentaires figuraient dans le menu proposé à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. Pour sa deuxième participation à cette activité, ce citoyen se dit satisfait en dépit du non-respect des engagements des autorités à l'endroit des artisans. Que nous sommes au Cap-Avel, nous allons encourager une poupée, responsable dans les campagnes de délégation qui est pour Cabachetel, mais comme par une officielle, le président, le ministère au fini, même nous sommes satisfaits de venir avec elle.
La dépréciation de la gourde par rapport à la devise étrangère n'est pas sans conséquence sur la vente de cette année, puisque beaucoup d'exposants s'en plaignent. L'activité même là, il va marcher. Parce que nous faisons produire, nous perdons du temps, nous perdons du minutes, nous faisons produire, l'argent va circuler dans le pays. La traditionnelle foire agro-artisanale, organisée le 1er mai de chaque année, est une occasion pour les producteurs locaux de valoriser la production nationale. Chaque exposant s'accompagne des produits fabriqués dans sa région respective. Mais la situation économique de la population, jugée précaire, entraîne de graves conséquences sur la vente des produits, déplorent les participants. La ville de Jacmel a célébré le 1er mai ses saints patrons, Saint-Jacques et Saint-Philippe. Une célébration eucharistique a eu lieu à la salle polyvalente de l'Amandou, en présence notamment de plusieurs autorités haïtiennes, dont le ministre de la Culture. L'occasion pour le célébrant principal, Monseigneur Joseph Lafontan, d'appeler les Haïtiens à prendre conscience de la dégradation de l'environnement, qui est comme une épée de Damoclès sur la tête du pays. Reportage René Voltaire et Fabrice Antoine. Pour marquer patronal Saint-Jacques Philippe et Pitou, fête agriculture et travail, dans la cité Alcibiade Pomérac là, une cérémonie religieuse acte de homme te célébrée dans le centre polyvalent diocèse Jacmel là. Célébrant principal là, Monseigneur Joseph Lafontan, dans archidiocèse Port-au-Prince, dans homélie circonstance là, exhorté tout secteur dans la vie nationale là, pour nous mettre unité là kay nous, et comme ça, n'arriver réaliser un pile progrès dans avantage communauté nous. En faveur de toute la population du Sud-Est, ouvriers, artisans, enseignants, paysans, citadins, religieux, religieuses, prêtres, pasteurs, responsables à tous les niveaux de la chose publique, pour qu'enfin on choisisse de travailler ensemble à l'amélioration des conditions de vie, à la protection de l'environnement, au progrès et au bonheur de tous. Dans la cérémonie, nous avons signalé la présence ministre culture avec toute une équipe ministère, présence parlementaire dans le département sud-est, autorité locale, religieux et religieuses, pèlerins, peuple bon Dieu, avec l'autre fidèle catholique dans la région, chaque dans prière, qui te vient faire demande pour la vie avec la vie famille, a signalé pendant la cérémonie religieuse, ça a déroulé, un groupe professeur, une quinzaine environ, pancarte nommé, a manifesté devant l'entrée principale centre polyvalent pour montrer colère yo ak plusieurs années y a travail yo pas touché yon centime. Heureusement, agent Udmo yo te montré professionnalisme yo et gagné contrôle manif ça qui pas faire long feu. L'actualité internationale de cette semaine, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi visant l'abrogation d'Obamacare aux États-Unis, une promesse phare du programme électoral du président Donald Trump. Le vote final très serré illustre l'aspect controversé du texte actuel, 217 voix contre 213. Les 193 démocrates ont voté non et 20 républicains ont fait défection. L'annonce des résultats a été saluée par une ovation républicaine. Reportage 217 voix contre 213, la Chambre des représentants a adopté de peu le projet d'abrogation de l'Obamacare. Après un début de mandat marqué par de nombreux revers, Donald Trump est en passe de connaître l'un de ses premiers succès d'ampleur, mais le texte doit maintenant être examiné au Sénat, où la bataille politique s'annonce difficile. Pour le président de la Chambre, Paul Ryan, c'est la concrétisation d'une promesse faite aux électeurs républicains. Beaucoup d'entre nous ont attendu 7 ans pour voir ce vote. Beaucoup d'entre nous sont ici parce que nous nous sommes engagés à le voter. Pour Nancy Pelosi, membre du Parti démocrate qui défend ardemment l'Obamacare, c'est priver des millions d'Américains de protection sociale décente. Ce projet de loi est le plus gros transfert de richesse de la classe moyenne pour les personnes les plus riches et les entreprises en Amérique. C'est un projet fiscal, pas un projet de loi pour la santé. Mais l'affaire est loin d'être gagnée, car le débat se déplace désormais à la Chambre haute du Congrès, le Sénat, où la loi est considérée comme inacceptable en l'état, y compris par plusieurs sénateurs républicains. Dernier rappel des titres avant de refermer ce 56 minutes synthèse. Jovenel Moïse a lancé officiellement le 1er mai sa caravane du changement dans le département de l'Artibonite. À l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail, cette caravane est pour le chef de l'État un engagement en faveur du développement agricole en Haïti.
Et puis le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a dressé un tableau sombre de la situation de l'administration publique et des finances de l'État. Le chef du gouvernement explique que cette réalité résulte des mauvaises décisions de l'administration primaire Jean-Charles. Le Sénat a adopté mercredi dernier une résolution demandant à l'exécutif de décréter l'état d'urgence pour le Grand Sud, durement éprouvé par l'ouragan Mathieu et qui peine à se relever économiquement 6 mois après la catastrophe naturelle. Vers une augmentation des prix de l'essence à la pompe, le gouvernement en place étudie la possibilité. Des consultations seront entamées sous peu avec les acteurs concernés en vue de réduire les impacts de cette augmentation sur la population, annonce le ministre de l'économie et des finances. L'aéroport international Toussaint Louverture était mardi dernier sous les eaux, conséquence de quelques heures de pluie qui se sont abattues sur la capitale haïtienne. Célébration le 3 mai dernier de la journée mondiale de la liberté de la presse. Auteur du thème des esprits critiques. À bord des temps critiques, le président Jovenel Moïse en a profité pour installer un conseil national de coordination des médias d'État et de services publics au Palais national. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté cette semaine le projet de loi visant l'abrogation d'Obamacare lors d'un vote très serré, 217 voix contre 213. L'annonce des résultats a été saluée par une ovation républicaine. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Le plus prochain rendez-vous avec cette édition de 56 minutes synthèse, c'est dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et faites du bien.